on a le plaisir d'accueillir Julien Matonnière. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes économiste des marchés pétroliers, intelligence énergétique. Alors on voit que le paramètre économique et notamment énergétique, évidemment, il a été déterminant dans l'avancée vers cet accord. Est-ce qu'on peut affirmer que du point de vue américain, qu'on le veuille ou non, c'est le paramètre numéro un qui dicte et peut-être qui dictera la politique étrangère presque avant la sécurité pour les Américains? Bonsoir David, je dirais largement oui. Le président Trump a fait de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la baisse du prix du pétrole le cœur visible de l'accord dans un contexte de conflit impopulaire, en tout cas impopulaire sur les marchés financiers, et de pression inflationniste juste avant le G7 et aussi juste avant les midterms, les élections aux États-Unis cet automne. Donc les marchés ont d'ailleurs salué l'annonce. Le pétrole a chuté, comme vous l'avez dit, de plus de 4%. Les bourses asiatiques ont bondi. Mais attention à la formule, l'économie est le moteur de l'accord, pas son seul but. Côté américain, tout allègement reste officiellement conditionné à des engagements de sécurité sur le nucléaire. Mais bon, regardez David, les chutes du prix du pétrole est assez spectaculaire. Le Brent est tombé à $80 et un marché qui, de guerre lasse, ne veut qu'une seule chose, un retour à la normale, comme en témoigne la réaction quasi immédiate et significative de ces prix à la baisse. Voilà, alors on garde en tête évidemment ce qui se passe sur les marchés du pétrole, mais historiquement quand même, les États-Unis, on constate qu'ils ont développé comme une habitude de transformer l'ennemi d'hier en partenaire. On l'a vu avec l'Allemagne, avec le Japon, peut-être aussi à l'époque des tentatives similaires avec la Russie de Deltsin. Alors c'est vrai qu'on parle de pays vaincus, mais est-ce que vous pensez que Donald Trump imagine vraiment pouvoir faire ça un jour avec l'Iran, sur la base peut-être, dans son esprit en tout cas, du pétrole? Écoutez, en tout cas, c'est le pari. L'horizon est incertain, mais les ingrédients sont là, les ingrédients existent. Levée progressive des sanctions, déblocage d'avoirs financiers gelés, reconstruction, des Européens qui, a priori, sont toujours plus ou moins prêts à suivre. Mais on parle d'abord de désescalade transactionnelle, pas de réconciliation. Un vrai partenariat commercial supposerait une confiance que 47 ans d'hostilité et une guerre encore brûlante n'ont pas créé. Mais vous savez, David, dans un monde multipolaire, le principe fondamental de la géopolitique est qu'il n'y a ni ennemi ni ami et qu'il faut seulement défendre ses intérêts. Et je me permettrai de citer un vieux Premier ministre britannique, Lord Palmerston, qui au 19e siècle avait une formule bien connue: les États n'ont pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. Et entre l'Iran et les États-Unis, l'intérêt commun du moment, ce n'est pas de se réconcilier, mais simplement de faire revenir le pétrole sur le marché et de faire retomber les prix, la prime de guerre et les prix du pétrole, comme vous l'avez clairement expliqué. Ouais, donc un rappel important, effectivement. Le pragmatisme, c'est ce que vous dites, mais quand même, jusqu'où pourrait aller cette relation USA-Iran? On parle de l'Iran. Quelles sont les barrières, peut-être les lignes rouges, qui empêcheraient un début de normalisation entre Washington et Téhéran? Est-ce que c'est parce que ce régime il est profondément idéologique, voire fanatique? C'est ça la différence? Oui, vous avez raison, David, c'est un problème. Le blocage est probablement nucléaire vis-à-vis d'Israël. Washington veut l'enrichissement zéro et la remise des, je crois que c'est 440 kg d'uranium enrichi. Téhéran défend son droit à enrichir et à conserver ses stocks d'uranium. Et puis vous avez trois autres fractures qui sont... Évidemment, Israël redoute un accord trop souple à la Obama. Vous savez que ça s'était produit et donc on voudrait éviter ça à nouveau. Le séquençage des sanctions qui bouge en premier dans le partenariat et le programme balistique que l'Iran veut exclure. Le vrai test, c'est pas la signature de vendredi en Suisse, mais les 60 jours de négociations qui suivront. Il nous faut 60 jours de calme. Et le principal obstacle technique sur le plan des marchés pétroliers tout de suite, c'est plutôt les tankers et le transport maritime. Si vous voulez, c'est pas une question de témérité, mais il va falloir tester le passage d'Ormuz. Il est tout de suite pas rentable. La route entre le Golfe et le reste du monde n'est pas rentable. En mars dernier, si vous passiez un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz, vous pouviez gagner 30 millions de dollars, jusqu'à 30 millions de dollars si vous étiez armateur. Aujourd'hui, si vous en gagnez 2, ce sera péniblement le bout du monde. Donc quelques millions de barils suffisent à calmer les marchés. Donc la reprise nécessite une remontée suffisante des prix et des écarts de prix pour compenser ce risque que vont prendre les armateurs, les premiers armateurs qui vont passer le détroit d'Ormuz. Ouais, on va surveiller de très près donc durant ces 60 jours ce détroit d'Ormuz. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant, Julien Matonnière, dans la grande édition.